Bon, allons-y avec la section 3.2 qui est l'énergie potentielle élastique d'un ressort. En fait, avant de prendre un peu d'utiliser l'énergie potentielle élastique, on va essayer de définir c'est quoi une énergie potentielle. Une énergie potentielle, un mot avec un potentiel dedans, c'est une énergie qui est emmagasinée, donc emmagasinée, et qui peut potentiellement être réutilisée. Donc, réutilisée. Donc, sous une autre forme observable. Donc, c'est une énergie qui est potentielle, qui est U. Donc, on utilise le symbole U majuscule. Et les unités, ben, c'est les unités d'énergie, fait que c'est des joules. Okay? Donc, si on prend par exemple l'énergie potentielle gravitationnelle de l'eau d'une chute, elle peut potentiellement se transformer en énergie cinétique quand elle chute. Donc, elle va être une énergie potentielle. C'est pour ça qu'on utilise le mot potentiel, qu'elle peut être transformée en énergie électrique aussi grâce à des turbines. Donc, elle peut aussi être transformée en sous forme de plusieurs types d'énergie. Donc, il existe deux formes d'énergie potentielle qu'on va étudier qui relèvent de la mécanique seulement. C'est sûr qu'il y en a d'autres énergies potentielles, mais en mécanique, on va utiliser l'énergie potentielle gravitationnelle. Donc, la gravitationnelle. Cette énergie-là, on va l'étudier dans la section prochaine. Et puis, l'énergie potentielle élastique. Donc, c'est celle-là qu'on va étudier présentement. Donc, l'énergie potentielle élastique est emmagasinée dans un objet élastique lorsqu'il est déformé temporairement. Donc, quand il est déformé temporairement par rapport à sa forme naturelle. Donc, si par exemple, on regarde l'image ici, vous tirez sur une corde d'un arc. Donc, un arc à flèche, vous emmagasinez de l'énergie sous forme d'énergie potentielle élastique parce que vous le déformez temporairement. Donc, vous êtes en train de l'étirer. Quand vous allez lâcher la corde, donc cette énergie-là est donnée à la flèche qui peut l'utiliser en énergie cinétique pour l'accélérer. Donc, on va pouvoir accélérer une flèche grâce à l'énergie qu'on a emmagasinée quand on a déformé la corde. Donc, c'est sûr qu'en relâchant la corde, l'arc va reprendre sa forme initiale. Donc, elle va revenir à sa forme initiale. Donc, est-ce qu'on a d'autres types d'énergie potentielle élastique qu'on pourrait voir? Ben oui, on voit souvent, par exemple, un ressort. Un ressort qui est comprimé ou étiré permet d'être déformé. Donc, c'est une énergie potentielle élastique. Il est déformé, il permet d'accumuler de l'énergie et on peut utiliser cette énergie-là plus tard quand on veut que le ressort revienne à sa forme idéale. Même chose pour la corde d'un bungee, par exemple. C'est un bel exemple pour montrer. Bon, si on a une corde de bungee qui est étirée, c'est une énergie potentielle élastique. Si on fait pareil avec une règle de plastique, par exemple. Donc, une règle de plastique, c'en est une qu'on peut facilement déformer. Donc, tous les objets qu'on peut déformer et qui peuvent revenir à la forme initiale. On penserait peut-être pas à ça, mais les roches vont aussi accumuler beaucoup d'énergie potentielle élastique. Donc, dès qu'on a des transformations, par exemple, quand on a des forces qui s'exercent sur les roches sur le sol, puis ils vont accumuler de l'énergie potentielle élastique énormément. Puis à un certain moment, si le matériau n'est pas capable de retenir, ben là, à ce moment-là, il va y avoir un séisme qui va se produire. Fait quand la roche a emmagasiné trop d'énergie potentielle élastique et qu'elle n'est plus capable de soutenir, il va se produire un tremblement de terre, ça va créer un séisme. Donc là, on voit que les roches ont aussi accumulé beaucoup d'énergie potentielle élastique. Donc, toutes sortes de matériaux qui sont soumis à une contrainte, une force, peuvent accumuler d'énergie potentielle élastique. Donc, si on regarde un petit exemple que Coyote a essayé d'inventer un stratagème, est-ce que vous pensez qu'il peut fonctionner, ce stratagème-là? C'est pas tout à fait comme l'arc à flèche, hein, parce que dans le fond, on voit que Coyote, il étire d'un bord et de l'autre de même façon son arc.
Donc, c'est sûr que quand il va lâcher la corde, les deux côtés vont revenir à la position initiale, c'est-à-dire au centre. Donc, Coyote ne devrait pas aller très, très loin. Mais bon, c'est une bonne idée d'essayer d'emmagasiner de l'énergie potentielle élastique. Voilà. Donc, petit quiz. On a un autre exemple d'utilisation d'énergie potentielle élastique qui est le saut à la perche. Donc, si on veut regarder cet exemple-là, et puis on dit nommer toutes les transformations d'énergie qui se produisent lors d'un saut à la perche. Donc, si vous regardez au départ, la personne qui lance, il s'avance, il possède de l'énergie en mouvement. Donc, c'est de l'énergie cinétique. Cette personne-là envoie de l'énergie cinétique. Lorsque la perche arrive au sol, lorsqu'on voit qu'il commence à se produire, c'est que la perche commence à se déformer. Donc, l'énergie cinétique se transforme en l'énergie potentielle élastique. OK? Plus qu'il y a de l'énergie qui va déformer, il va pouvoir transformer son énergie cinétique en aussi une énergie potentielle élastique et commence à augmenter, donc une énergie potentielle gravitationnelle. Plus le temps avance, moins plus la perche se déroule. Donc, à ce moment-là, l'énergie qui est emmagasinée sous forme d'élastique est transformée en énergie potentielle gravitationnelle. Et à la toute fin, donc, il reste simplement l'énergie potentielle gravitationnelle en haut du sommet parce que là, la tige est revenue à sa forme initiale, donc elle n'a plus d'énergie. Et il n'a plus d'énergie cinétique rendue en haut du mouvement. Par contre, comme il y a une énergie potentielle, gravitationnelle, la personne va pouvoir tomber et donc à ce moment-là transformer son énergie potentielle gravitationnelle en énergie cinétique pour retomber jusqu'au sol puis faire un boom à la toute fin. Donc l'énergie cinétique va frapper le sol. Et là, bon, il y a de la transformation probablement en perte de chaleur ou des formations sur le matelas. Donc c'est probablement de l'énergie élastique aussi sur le matelas. Donc, il y a plusieurs types de transformation d'énergie dans cet exemple-là. Donc, d'autres exemples d'énergie potentielle élastique qu'on peut voir, comme par exemple, ici, on a une catapulte. Donc là, la catapulte, c'est un peu comme un ressort. Ça permet d'emmagasiner de l'énergie élastique et on peut en utiliser. Même chose pour la balle de tennis. Donc, une balle de tennis sur une raquette. La raquette va pouvoir emmagasiner de l'énergie potentielle et élastique en se déformant pour pouvoir faire rebondir la balle. Même chose avec le golf. Donc, la balle peut se déformer un tout petit peu pour être capable, en fait, le marteau, pour pouvoir se déplacer. Donc, l'énergie potentielle élastique. Et aussi, donc, le bungee qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, il y a de l'énergie potentielle élastique pour le bungee. OK. Donc, que faut-il pour qu'un ressort emmagasine une grande quantité d'énergie? Bien, c'est sûr qu'il faut que la compression ou l'étirement du ressort soit élevé. Donc, il faut qu'il soit grand. Donc, si on a une grande compression ou un grand étirement, bien, ça fait en sorte qu'on emmagasine plus d'énergie potentielle élastique. Le ressort peut aussi être très rigide. Donc, si elle est très rigide, à ce moment-là, il va avoir une grande constante de rappel et ça va permettre d'emmagasiner plus d'énergie potentielle élastique. Et donc, on peut calculer l'énergie potentielle élastique avec l'aide de la formule suivante. Donc, U d'un ressort, donc on va mettre UR, ou constante de U de rappel, donc l'énergie de rappel, c'est 1/2 K fois E au carré. Donc, qu'est-ce que sont les données? En fait, l'énergie potentielle, c'est UR, parce qu'on prend pour un ressort. Le K, c'est la constante de rappel. Donc, constante de rappel d'un ressort. Okay? Ça dépend du matériau à laquelle on a. Donc, c'est sûr que si on a un ressort en acier ou qu'on a un ressort en fer, c'est pas la même constante de rappel. Donc, il n'y a pas de la même rigidité. Donc, ça dépend de la rigidité. Et puis, le E, donc, c'est l'étirement ou la compression. Donc, si on a un étirement, c'est la distance x dans le fond. Si on est à x égale à 0, donc par exemple ici, la force de ressort ici, elle est nulle parce que dans le fond, la force de rappel d'un ressort
est nulle parce qu'elle est à la position idéale de repos pour l'objet. Donc, le ressort n'est ni comprimé ni étiré. Si ici on étire le ressort, donc là, la force de rappel va être plus petite que 0, parce que dans le fond, il ramène vers l'axe donc des x, et donc il s'en va vers le x négatif, si on veut. Et si on a une compression d'un ressort, donc là, ça c'est l'étirement en passant, c'est donc de là à là, ce serait le E ici. Et puis si on comprime le ressort, donc là la force de rappel est plus grande que 0 parce qu'il veut l'emmener vers les x positifs. Donc parce qu'on a un étirement, donc négatif, et donc c'est dans le sens contraire. Okay. Donc, ça, c'est pour l'énergie potentielle d'un ressort. Maintenant, le travail qui est fait par un ressort, c'est également la différence entre son énergie potentielle initiale et son énergie potentielle finale. Donc, on peut trouver que le travail fait par un ressort, ça va être URI moins URF. Donc, on a de l'énergie qui est sous réserve. Donc, c'est un travail qui est effectué par le ressort, dans le fond. Si on a l'énergie initiale, puis l'énergie potentielle finale, on peut faire la soustraction des deux pour trouver le travail fait par le ressort.